Cette session consacrée plus particulièrement aux données textuelles, nous aurons la chance d'avoir 6 présentations. Donc 5 des orateurs sont avec nous ce matin et un orateur qui interviendra donc en visio. Pour ceux qui sont à distance, sachez qu'au moment des questions, eh bien, on se tournera vers vous. Donc n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à partager vos questions, vos remarques sur les papiers, puisque après chaque papier, on vous donnera également la parole. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer la parole au premier orateur, qui est Arthur Renaud, et qui va nous parler de l'extraction de contraintes dans des spécifications de validation de données. Arthur, à toi. Allô? Oui, c'est bon? C'est parfait. Super. Merci beaucoup pour votre accueil. Donc, je me présente, je m'appelle Arthur Renaud. Je suis actuellement en thèse CIFRE, encadré par l'entreprise Clearcy et les laboratoires Samovar et Lysen. Et donc, je vais vous présenter un sous-travail de ma thèse CIFRE, donc l'extraction de contraintes dans des spécifications de validation de données. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la validation de données? Le principe, c'est que l'entreprise Clearcy travaille sur des systèmes certifiés et sécurisés pour notamment le domaine du ferroviaire. Et le but, c'est qu'on veut donc le moins d'erreurs possible, même aucune erreur dans tout le système, et notamment dans les données statiques d'entrée des programmes, typiquement des plans de voie. Donc on a tout un lot de spécifications et on veut vérifier que tout ceci est correct dans nos données. Par exemple, ici, sur ce plan de voie, on veut que la distance entre un signal et le switch qui l'annonce, on veut que la distance est à une valeur minimale pour s'assurer que le train puisse freiner en cas de problème. Et le but final donc, de ma thèse CIFRE, c'est de pouvoir traduire cela en une règle formelle, qui est un travail qui aujourd'hui est fait manuellement. Donc bon, je vous passe les détails du langage B que l'on cible, puisque ce n'est pas vraiment le sujet ici, mais le but au final, c'est cette traduction. Donc pour faire cette traduction, on veut extraire plusieurs informations de nos spécifications. Donc typiquement, on a quelles données on veut valider dans l'ensemble des données que l'on a en entrée. On veut savoir quels sont les différents arguments à utiliser, donc toutes les valeurs numéraires. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc ça va être tout ce qui est contraintes à vérifier, ainsi que les restrictions sur les données à analyser. Donc, en fait, la distinction entre contrainte et restriction est parfois un peu floue. Souvent, on va déterminer une contrainte comme étant vraiment la vérification elle-même et la restriction, quelque chose qui précise la donnée en particulier. Donc, si on a ici un ensemble de signal, on va seulement s'occuper du sous-ensemble de signal qui est de type buffer. Et on a remarqué que dans la plupart des cas, la contrainte, vraiment le cœur de la vérification que l'on veut faire, est portée par le groupe verbal, et même parfois certaines restrictions aussi sont portées par le groupe verbal. Et on remarque aussi que pour essayer d'extraire ces informations de contraintes et de restrictions, c'est plus facile sur le groupe verbal. En fait, on a des exemples comme ça où on peut avoir même les restrictions ici qui est dans le groupe verbal, où le type du signal est buffer. Et en fait, on a donc quelque chose qui a moins d'explosion combinatoire. On a moins de façons de l'écrire quand on est avec juste le groupe verbal. Et donc, ce que je vous propose ici, c'est qu'on va juste se concentrer sur ce premier point, donc la contrainte ou la restriction du groupe verbal. Donc pour cela, on va découper les phrases, enfin toutes les phrases, donc toutes les spécifications, en propositions, donc autour d'un groupe verbal. Pour cela, on utilise la bibliothèque spaCy, que j'imagine vous connaissez déjà. Et avec cela, du coup, on va essayer, donc, pour chacune de ces propositions, d'identifier quelle est la contrainte, quelle est la restriction que l'on veut extraire, que l'on veut après traduire. Donc, pour l'instant, on a donc ce processus de spécification qu'on découpe en propositions, et ce qui nous manque, c'est la partie identification pour obtenir ces contraintes. Donc, quelles contraintes déjà quelles contraintes on veut cibler? Et c'est le moment où en fait on se rend compte qu'on va croiser un autre domaine qui est la programmation par contrainte. Et il y a déjà eu un travail dans la programmation par contrainte d'essayer de lister toutes les contraintes que l'on peut rencontrer. Ça a été fait donc dans le Global Constraint Catalog,
où on a puisé donc, une grosse partie des contraintes que l'on retrouve aussi en validation de données, donc tout ce qui est notamment mathématique, avec les égalités, les comparaisons, ensembliste, logique. Et on ajoute à toutes ces contraintes celles qu'on retrouve plus spécifiquement dans le domaine de la validation de données, donc notamment tout ce qui touche à la donnée en elle-même, par exemple la présence d'attributs dans une classe, l'unicité d'un identifiant, etc. À cela, on va ajouter du coup les négations de ces contraintes, puisqu'on remarque qu'on ne peut pas juste détecter le fait que la phrase est négative. En effet, là, dans ce cas, on peut écrire donc, le fait que la taille d'un train ne doit pas dépasser une valeur maximale. On peut l'écrire aussi bien dans une phrase négative, avec ici la taille du train ne doit pas excéder cette constante, que dans une phrase positive, où la taille du train est inférieure à cette constante. Donc on va rajouter les négations de toutes ces phrases, et on arrive à un total de 23 contraintes identifiées, que l'on retrouve dans beaucoup de spécifications, et qu'on veut essayer d'extraire. Donc, j'ai essayé de voir du coup ce qui existait déjà dans l'état de l'art, et au final, il y a peu de travaux vraiment d'identification de contraintes. Donc, il y a eu déjà un travail par M. Kiziltan sur l'extraction de phrases avec des contraintes dans un grand groupe de spécifications, où en fait, il va essayer d'extraire les phrases qui sont les plus importantes, donc celles qui contiennent vraiment les contraintes. Il fait ça avec une approche sac de mots. Il y a aussi donc des extractions par règles syntaxiques qui, du coup, aujourd'hui sont un peu moins à la cote. Mais il n'y a pas vraiment d'identification dans ces travaux. Et du coup, il n'y a pas de corpus non plus pour essayer de se comparer. Ce que j'ai essayé de faire auparavant, donc c'est moi-même de passer par des règles syntaxiques. Mais c'est un peu trop rigide, ce qui, à chaque fois qu'on sort un petit peu du spectre envisagé, on obtient donc des erreurs. Et donc j'ai essayé, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer une approche neuronale, donc avec BERT qui est assez à la mode en ce moment, et donc de faire un apprentissage spécialisé ou fine-tuning de BERT sur cette tâche. Et plus précisément que BERT, on va utiliser BERT for Text Classification, parce qu'on veut classer en fait nos propositions par contrainte. Donc pour ce corpus d'entraînement qu'on a besoin pour entraîner BERT, on a plusieurs sources. La majorité sont des spécifications, donc des projets de l'entreprise Clearcy, ce qui fait que ce corpus malheureusement ne peut pas être public, puisque j'ai essayé de négocier avec l'entreprise, mais ce n'est pas les données de l'entreprise, en fait, c'est les données des clients de l'entreprise. Du coup, on ne peut pas rendre ça public. Auquel on ajoute du coup des phrases de la programmation par contrainte, donc notamment le catalogue dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi divers problèmes qui existent pour la programmation par contrainte pour tester les différents solvers, et aussi des spécifications publiques disponibles en ligne comme les RFC, les normes, et enfin d'autres diverses sources. Donc on veut faire un premier apprentissage sur ces données. On n'a que 1068 exemples, ce qui, comme vous le voyez, n'est pas assez, pour classer donc, ces propositions sur 25 classes différentes. Donc 25 puisqu'on a nos 23 contraintes dont je vous ai parlé, mais on rajoute à ça la contrainte inconnue, le fait qu'on identifie qu'il y a une contrainte mais on n'est pas capable de déterminer laquelle, ainsi que l'absence de contrainte, tout simplement une phrase normale qui ne précise rien, qui peut juste donner des informations comme on en retrouve dans les spécifications. Donc, avec seulement 1068 données d'entrée, le réseau ne converge pas. Et du coup, il faut essayer d'augmenter ces données, sachant que c'est quelque chose d'assez coûteux. Donc, on va essayer de faire de l'augmentation de données. Donc, on a utilisé un générateur de paraphrase qui s'appelle Parrot, qui est disponible sur GitHub avec une licence Apache, qui en fait va prendre des phrases en entrée et va générer du coup des paraphrases en utilisant d'autres formes syntaxiques, en utilisant des synonymes, ce qui des fois fait des phrases qui perdent un peu leur sens, comme on voit ici la deuxième phrase où il parle de nombres qui sont en parallèle. Bon, on sent qu'il s'est un peu éloigné du sujet, donc il y a un traitement bien sûr pour retirer ces phrases qui sont un peu hors sujet. Et on obtient du coup beaucoup plus de données. Donc ici, on arrive à un total de 3132 exemples de propositions pour l'entraînement. Donc les autres paramètres de l'entraînement sont identiques à notre premier essai.
Et on arrive à un résultat beaucoup plus convergent, donc avec un score F1 de 87. Donc on voit vraiment que l'augmentation de données a un intérêt, ce qui permet vraiment d'aider le réseau à converger. Bien sûr, il y a encore pas mal d'améliorations possibles. C'est juste un essai pour voir si la méthode s'applique dans notre cas. Donc notamment ajouter tout simplement plus de données pour améliorer la couverture, mais aussi ajouter plus de contraintes. On a ciblé vraiment notre domaine de la validation de données. Donc pour quelqu'un qui voudrait faire d'autres travaux un peu plus larges, il pourrait ajouter des contraintes. Et dans ce cas, il faudrait réentraîner le neurone avec plus de données. Voilà, je tiens à remercier mes encadrants de thèse, Catherine Dubois, Patrick Peroubec et Maximilien Collange pour leur aide. Et merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup Arthur pour cette présentation. On va effectivement se tourner vers la salle pour voir s'il y a des questions. Oui. Oui, bonsoir. C'est très très intéressant. J'ai une question quand même. C'est que ce que vous cherchez à faire initialement, c'est trouver les contraintes elles-mêmes. Mais là, dans l'expérience, c'est juste classé. Et ça me sert à quoi de savoir que j'ai une contrainte de type inégalité, par exemple? Il faut que ce soit beaucoup plus précis pour qu'on puisse l'utiliser après et passer à B. Qu'est-ce que vous voulez dire par plus précis? Il y a 25 classes, donc vous identifiez une classe. Mmh. Ok, mais comment est-ce que vous extrayez la contrainte elle-même? À partir d'analyse grammaticale, on sait qu'on a du coup, autour de la base verbale, on va avoir des sujets, des compléments, qui vont être nos paramètres en fait de notre contrainte. Et du coup, avec cette vérification, après... Oui, mais dans ce cas-là, vous savez déjà que vous avez par exemple une contrainte, une inégalité. C'est des schémas syntaxiques pas plus grands que, ou inférieur à, ou inférieur ou égal à, vous l'avez déjà. Puisque vous utilisez quand même votre analyse grammaticale. Donc je ne comprends pas à quoi... Enfin, voilà, c'est tout. En fait, on a essayé des schémas syntaxiques pour faire ce travail, et en fait, on n'arrivait pas à avoir des résultats assez satisfaisants. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette expérience. Après, peut-être que je n'ai pas assez creusé le sujet des règles syntaxiques pour ce domaine. J'ai voulu essayer quelque chose peut-être un peu trop exagéré par les réseaux neuronaux, mais qui me semblait assez intéressant comme approche, et pour voir du coup ce que ça donnait. Et donc... Voilà, je ne sais pas quoi répondre de plus. Je vais peut-être compléter parce que j'avais une question qui peut-être fait l'intermédiaire entre les deux. Moi, j'ai compris qu'effectivement, votre tâche que vous cherchez à faire, ça va être de générer des règles. Mais vous êtes dans la première phase du travail où vous identifiez dans une collection de documents ceux qui sont susceptibles de contenir des contraintes qui donneront lieu à une règle derrière. Et donc déjà, votre problématique, c'est de trouver des documents qui peuvent contenir ces contraintes-là. La question que dans la collection de documents, une fois que vous avez identifié les documents qui contiennent les contraintes, comment est-ce que vous comptez en arriver aux règles? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler? C'est la deuxième partie de votre travail, c'est pas celle que vous nous avez présentée ce matin. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à ça? Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir être automatisé, semi-automatisé ou fait simplement manuellement? Comment est-ce que vous voyez le passage des contraintes vers les règles? On sait que ça ne peut pas être entièrement automatique. Ça paraît illusoire de croire ça, surtout qu'il y a beaucoup en général de contraintes métiers derrière qui ne se voient pas forcément dans les spécifications. Ce que l'on vise, c'est une approche semi-automatique où à partir de tout ce que l'on extrait, on voudrait en fait générer une ontologie qui représente un peu toute cette spécification et même les spécifications en général, parce que des fois on a des informations qu'on peut piocher dans d'autres. Et du coup, ça rejoint le travail qui a été présenté de Unsel et Tenet, où du coup vous générez aussi des ontologies à partir de spécifications. C'était notre idée aussi du coup pour à partir de l'ontologie, donc il y a quelque chose qui permet de passer plus facilement au formel du coup, après faire la traduction.
Pour nous, la partie semi-automatique, du coup, c'est plus le peuplement de l'ontologie pour les informations manquantes, les informations métiers, les liens entre les différentes spécifications. On pense que si on réussit à avoir une ontologie solide, après, la traduction devrait se passer plus facilement, normalement sans intervention humaine. Ok, merci pour cette réponse. Je crois qu'il y a une question du côté de la... En visio. Ah ben alors. Donc, je me demandais à quel point la méthode était sensible aux problèmes dans la qualité des textes, s'il y a des fautes de frappe, s'il y a des choses qui sont mal écrites. Est-ce que vous arrivez quand même à détecter des choses? Je n'ai pas essayé cette approche, parce qu'en général, ces spécifications elles-mêmes sont vérifiées en amont. Dans tous ces systèmes, en fait, il y a vraiment des vérifications à toutes les étapes. D'ailleurs, même avec cet outil d'automatisation, on espère gagner du temps, mais on sait qu'il y aura quand même une vérification manuelle à la fin de ce qui a été écrit, on ne peut pas y échapper. Et donc les spécifications aussi, en général, sont relues par une personne différente de la personne qui les a rédigées. Ce qui fait que je n'ai pas exploré ça, puisqu'en général, on a relativement peu d'erreurs de texte, voire pas. Donc c'est un problème que j'ai écarté. Oui, il y a juste une petite question technique. Au niveau de la validation, vous avez utilisé, enfin, au niveau du protocole d'évaluation, vous avez utilisé une validation croisée avant et après. Ça, c'est une question un peu technique. Et puis, au niveau des classes, est-ce qu'il y a un équilibre entre les classes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez regardé justement sur cette classification? Est-ce qu'il y a des classes qui sont plus difficiles à classer et pourquoi? Il y a des classes qui sont plus difficiles à classer et c'est en général par manque d'exemples. Où ma répartition n'est pas forcément exactement égale, bien entendu. Et du coup, on voit que certaines sont plus difficiles, notamment celles qui ont moins d'exemples. Pour ce qui est de validation, c'est à chaque fois sur un même corpus de tests où je fais la validation de mes deux travaux. Voilà. Oui. Question et remarque. Alors, il y a quand même quelque chose qui me semble très très intéressant là, c'est cette idée d'aller vers B. Dans l'industrie actuellement, d'après ce qu'on me raconte pour l'ingénierie des systèmes de systèmes, personne n'utilise B, vraiment pas. Pratiquement personne n'utilise les diagrammes UML dans l'industrie. Les gars qui ont des contrats de centaines de millions d'euros pour faire des aéroports, par exemple, ou des gros systèmes. Et là, je trouve que c'est vraiment très très bien parce que c'est souvent pour des applications critiques. Et donc les spécifications, même si on les traduit en langue naturelle plus ou moins bien, ce n'est pas du tout du B. Et donc, ce n'est pas satisfaisant. Et là, ici, il me semble que c'est très très bien d'aller vers du B, etc., mais qu'il manque un composant qui est de rephraser dans un langage un peu contrôlé, justement, où il y a moins de variétés syntaxiques, etc., où il y a une sorte de mélange entre des formules. Par exemple, on écrit A inférieur ou égal à B, on n'a pas besoin de le paraphraser, de façon à pouvoir mettre au point la compréhension avec un aller-retour entre une expression en langue naturelle, une expression en B, etc. Et ça, il me semble que ça manque dans votre projet, enfin, tel que vous l'avez décrit. Alors, pour la première partie, je tiens à préciser que l'IRSI est spécialisé dans le langage B, que en fait, pour l'historique, c'était donc utilisé pour la création de la ligne 14 automatisée de métro. Et du coup, vraiment, c'est eux qui développent l'atelier B. Donc, c'est marginal, je suis d'accord, mais c'est quand même utilisé dans l'industrie, le langage B. Et enfin, pour ce que vous dites sur une forme contrainte, j'en ai pas parlé ici parce que c'était pas vraiment le sujet. Mais effectivement, en fait, actuellement, manuellement, ce qui est fait par les ingénieurs, c'est en parallèle d'écrire cette règle B, ils écrivent ce qu'on appelle une architecture de règles, qui est l'équivalent 1 pour 1 de la règle B, mais écrite en langue contrainte. Pourquoi ils font ça? C'est qu'en fait, on veut s'assurer à tout prix qu'on ait bien compris ce que le client veut exactement. Et il y a eu trop de projets auparavant où le client dit « Ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire ». Et du coup, il perdait du temps, il fallait refaire tous les tests, toutes les règles, etc. Du coup, à chaque fois qu'une règle B est écrite, en même temps est écrite une architecture qui après est envoyée au client pour qu'il puisse mieux la comprendre que le langage formel, s'il n'a pas forcément la compétence du B, et il va pouvoir valider en disant « Oui, c'est bien ce que je veux vérifier », et là, après, du coup, on pourra poursuivre le processus. Donc oui, l'objectif de la thèse, en fait, c'est de générer à la fois ce langage B et ce langage contraint.
qui en fait sont équivalents. Normalement, si on a l'un, l'autre devrait être évident. Je vous propose qu'on en reste là, même si c'est un travail qui manifestement suscite pas mal de réactions, mais qu'on pourra poursuivre en dehors de la session. Moi-même, je parlerai bien avec vous du fonctionnement de Parrot. Et je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre présentation. Merci. On va pouvoir passer à la seconde présentation, qui va être présentée par Félix Gachy. Je vous laisse vous installer. Donc bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon. Et donc je vais vous présenter un travail donc, sur l'évaluation des propriétés multilingues d'un embedding contextualisé, qui est réalisé également dans le cadre d'une thèse chiffre, merci, donc en partenariat donc, avec le laboratoire Lauria à Nancy et l'entreprise Posos, une entreprise qui propose déjà aux médecins en langue française un outil d'aide à la prescription. Et cet outil d'aide à la prescription, il utilise des modèles d'analyse, des modèles de traitement automatique du langage qui vont analyser la requête et qui fonctionnent principalement en français. Et une des ambitions de l'entreprise, c'est de pouvoir faire ce même outil dans d'autres langues, notamment des langues européennes. Et de fait, on aimerait pouvoir répliquer les modèles qu'on a dans d'autres langues sans avoir à refaire tout le travail d'annotation qui serait nécessaire, merci beaucoup, à l'entraînement. Et donc, justement, il se trouve qu'il existe un modèle qui s'appelle Multilingual BERT, donc qui est une généralisation multilingue du modèle BERT. Le principe, c'est donc qu'on va entraîner, on va pré-entraîner un modèle sur une large quantité de texte à prédire des mots qui ont été aléatoirement masqués. Il y a également une tâche de prédiction de la phrase suivante, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Et donc on fait ça sur un corpus multilingue, donc de 104 langues, les 104 langues les plus fréquentes de Wikipédia. Ça, c'est le modèle qui existe. Et il y a d'autres travaux qui ont montré que ce modèle il avait un comportement assez particulier auquel on ne s'attendrait pas forcément, c'est qu'il est capable de généraliser d'une langue à l'autre, alors qu'on ne lui a pas donné l'information de quelle langue proviennent chaque phrase du dataset d'entraînement. Et notamment, si on l'entraîne sur une tâche supervisée, donc dans l'exemple, c'est de la reconnaissance d'entités nommées en anglais, si on l'entraîne sur une tâche d'entités nommées en anglais, et qu'après on l'évalue en français, on obtient des résultats qui sont surprenamment bons. Et donc il y a plusieurs travaux qui ont montré ça pour différents types de tâches. Mais par contre, ça ne veut pas forcément dire que les représentations construites par le modèle sont nécessairement alignées. Alors quand je dis alignées, je veux dire que les représentations de phrases traduites vont être plus proches que des représentations de phrases qui... Je ne sais pas de phrases qui n'ont... J'ai dosé alors. De phrases qui n'ont rien à voir entre elles. Et donc... par exemple, justement, il y a des travaux qui ont montré... Donc si d'une part on a cette généralisation cross-langue, il y a d'autres travaux qui ont montré que on peut prédire la langue d'une phrase simplement en appliquant avec un simple classifieur linéaire entraîné à prédire cette langue à partir d'une représentation construite par Multilingual BERT. Donc ça veut dire que finalement, peut-être que les représentations des phrases sont linéairement séparables en fonction de la langue à laquelle elles appartiennent, ce qui paraît un peu surprenant au vu des capacités de généralisation. Et des travaux ont tenté de voir si des représentations de phrases étaient alignées. Et selon le type de représentation qu'ils prennent, ils obtiennent des résultats qui sont totalement différents.
Donc c'est un peu désarçonnant, ces différentes contradictions finalement qu'on trouve dans la littérature. Surtout que c'est les mêmes travaux qui font un peu, qui relèvent ces contradictions. Et donc nous, ce qu'on va proposer, c'est non pas de comparer les représentations des phrases, mais de comparer les représentations des mots. Alors le problème, c'est que on ne peut pas comparer des mots traduits seuls directement, parce que des modèles comme Multilingual BERT, c'est des modèles qui construisent des embeddings contextualisés. Donc on a besoin de la phrase qui va autour. Et donc pour ça, on va essayer de construire des paires de mots qui sont traduites en contexte. Et donc pour cela, on utilise on part de deux datasets. Un dataset de phrases traduites, en l'occurrence c'est BUC 2017, et un dictionnaire bilingue grâce auquel on va pouvoir trouver des paires traduites en contexte dans les paires de phrases traduites. Et donc ici, dans l'exemple, on trouve fast et rapide dans deux phrases qui sont la traduction l'une de l'autre. Et ensuite, on va pouvoir passer ces deux phrases séparément au modèle multilingual BERT et comparer les représentations de rapide et de fast qui sont donc contextualisées. Mais on a encore un problème, c'est que une fois qu'on a mesuré la similarité entre ces paires de mots, comment on détermine que cette similarité est suffisante? Alors, comment on détermine que cette représentation est suffisamment bonne? Parce que si on a 0,5, est-ce qu'on est content? Si on a 0,9, est-ce qu'on est très content? Eh bien, déjà, ce qu'on peut faire, c'est comparer avec des paires tirées au hasard dans le texte. Mais là encore, comment on détermine que l'écart est bon? Si l'écart est de 0,2, on est content ou pas? Est-ce qu'il faut regarder les distributions, les écarts types? On ne sait pas. Et donc, ce qu'on va proposer, nous, c'est d'utiliser une référence, un référentiel qui est une autre représentation du langage qui est réputée pour être relativement alignée à travers les langues. Et donc, il s'agit des word embedding multilingues. Donc, le principe, c'est de prendre des word embedding monolingues construits avec fastText, qui sont une variation de word2vec. Donc, ça, c'est un travail qui n'est pas le nôtre, hein, ce sera notre baseline, entre guillemets, et qu'on a aligné avec Wasserstein Procrust. Et donc, le principe, c'est qu'on apprend à la fois un dictionnaire P dans l'équation, qui va faire correspondre le vocabulaire des deux word embedding monolingues, en français et en anglais dans le petit schéma en exemple. Et simultanément, on va apprendre une matrice W qui va faire correspondre les représentations des entrées du dictionnaire qu'on a appris simultanément. Et donc les premiers résultats qu'on obtient sont présentés ici. Donc ici, j'ai donné l'exemple de la paire anglais-mandarin, mais on a reproduit cette expérience sur 3 autres paires de langages. Et donc, en marron clair, donc la courbe arrondie au-dessus, on a les paires qui sont traduites en contexte, représentées par Multilingual BERT en fonction de la profondeur de la représentation qu'on prend. Et en bleu, en dessous, arrondi également, on a la similarité des paires aléatoires, avec les intervalles de confiance à 95%. Donc on voit que pour certaines couches, on a quand même des intervalles de confiance qui ne se superposent pas. Donc on peut se dire qu'effectivement, on a peut-être quelque chose qui semble fonctionner. Mais ça semble quand même peu concluant, parce que quand on regarde pour fastText, donc qui est en pointillé, pareil avec les paires traduites et les paires aléatoires, on a une grosse intersection alors que c'est censé être une représentation qui fonctionne bien. Le problème, c'est qu'on va avoir des variations de densité dans ces représentations-là. Notamment, c'est connu que dans les word embedding, on va avoir des variations de densité. Notamment, on va avoir ce qui s'appelle un hubness problem. Et de fait, ça peut perturber les résultats. Donc, on propose une autre tâche où on va chercher à aller un peu plus... Donc, on va chercher un peu à imiter la recherche par plus proche voisin qu'on fait pour faire de la traduction mot à mot avec des word embedding, mais cette fois-ci contextualisée. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre une des paires de notre dataset, une des paires traduites en contexte, par exemple fast et rapide dans notre exemple. Donc on a fast d'un côté, la représentation de fast, on a la représentation de rapide, et cette représentation de rapide, on va la noyer avec dans une 10 000 autres mots contextualisés, tirés au hasard dans le dataset. Et on va essayer de voir si le plus proche, c'est bien rapide et pas les 10 000 autres mots qu'on a tirés au hasard. Et on trouve que pour certaines couches, dans 90% des cas, on retrouve bien le bon mot. Mais c'est seulement pour les couches, les 8e, 9e et 10e couches, et on retrouve des résultats qui sont similaires à ceux de fastText alignés. Donc a priori, on a un bon alignement. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a un mauvais alignement pour les couches les plus basses. Donc il semblerait
il semblerait que c'est plutôt une feature qui est haut niveau, entre guillemets, ce qui peut paraître surprenant parce que beaucoup de papiers ont fait l'hypothèse que l'alignement des représentations était plutôt dû à du vocabulaire partagé ou au fait qu'il y avait toujours des tokens en commun, même quand ce sont des langues qui n'ont rien à voir, il y a toujours des URL qu'on trouve dans les deux langues ou des choses comme ça. Et aussi, ce qu'on observe, c'est qu'on observe une décroissance à la fin sur les dernières couches. Et ça peut être dû au fait que l'objectif sur lequel on a entraîné le modèle, c'est un objectif qui n'est pas du tout agnostique du langage. C'est un objectif de prédiction de masques, de prédiction de mots masqués aléatoirement. Et donc, si on veut remplir un masque avec le bon mot, il ne faut pas remplir le masque avec la traduction du mot. Donc, on a besoin de garder, une composante spécifique au langage dans la représentation. Donc voilà, finalement, on a montré qu'il n'y avait pas de consensus dans la littérature sur la qualité de l'embedding multilingue produit par Multilingual BERT, malgré ses belles capacités de généralisation. Et donc nous, ce qu'on a apporté finalement, c'est humblement une nouvelle méthode pour évaluer un embedding contextualisé multilingue et pouvoir l'évaluer à l'échelle du mot, du sous-mot, donc à une échelle plus fine, ces représentations. Et on trouve qu'effectivement, pour certaines couches, les représentations sont relativement bien alignées. Cependant, il y a quelques limites à nos travaux quand même qu'il faut préciser. Déjà, on se limite à un dictionnaire bilingue. Donc on se limite à un vocabulaire précis. Alors, précis non, mais à un type de vocabulaire qui sont les mots lexicaux. Donc c'est-à-dire des mots qui vont porter le sens de la phrase. Les adjectifs, les noms, les verbes. Alors qu'on a aussi tout un ensemble de mots, on ignore totalement du coup tous les mots grammaticaux. Les déterminants, les pronoms qui vont être en plus probablement plus spécifiques au langage, qu'on va trouver dans une langue et pas dans d'autres. Et donc ça, déjà, c'est une limite qu'il faudrait explorer, je pense. Et aussi, on a évalué qu'un seul modèle. Et la littérature, souvent, dans ce domaine-là, se focalise beaucoup sur Multilingual BERT. Et donc, on pense qu'il serait intéressant aussi de regarder d'autres modèles, mais aussi de proposer d'autres modèles, notamment peut-être d'essayer de proposer des objectifs qui soient plus compatibles avec une volonté d'aligner des embeddings multilingues. Parce que la prédiction de masques, du coup, c'est quand même une tâche qui est spécifique au langage. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vais prendre des questions s'il y en a. Et n'hésitez pas, si jamais on n'a pas le temps, à m'envoyer un email, bien sûr. J'en serai très ravi. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me tourne de nouveau vers la salle. Adrien. Merci pour ta présentation. Je ne suis pas certain d'avoir compris quel problème pose la densité des représentations dans l'espace de description des mots. Oui, c'est vrai que je suis passé un peu vite dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que si on fait ce qui peut se passer, en fait, c'est que là, on a une intersection assez grande entre les distributions, du coup, des paires traduites en contexte et des paires aléatoires. Et cette intersection, elle peut très bien être due au fait qu'il y a des paires traduites qui soient très difficiles à retrouver, si on fait une recherche par plus proche voisin, ou ça peut être dû au fait que les deux courbes en fait varient. Si on regardait un peu ce qui se passerait dans chaque domaine précis, dans chaque zone de l'embedding, peut-être qu'à un endroit, la similarité sera très élevée pour les deux, et à un autre endroit, la similarité sera très faible pour les deux, mais peut-être que l'ordinalité est préservée. On ne sait pas, en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tenir en compte de la densité. Et en fait, ce que je n'ai pas précisé, parce que c'est parce que c'est quand même assez court, mais ce qui est précisé dans le papier, c'est qu'ici, dans la recherche par plus proche voisin, on utilise un critère de recherche qui est assez classique en induction de dictionnaire. On utilise le critère CSLS, qui est le Cross-Domain Similarity Scaling. Et en gros, le principe, c'est qu'on prend... Donc ici, c'est des similarités cosinus qu'on calcule. Mais au lieu de prendre la similarité cosinus brute, on va pondérer cette similarité cosinus par la similarité avec les plus proches voisins des deux ensembles des deux mots de la paire. Ce qui fait que, en fait, on va pondérer par la densité autour des mots dont on calcule la similarité. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Moi, j'avais une question. Ah, pardon. Oui, allez-y. Je pose quand même ma petite question technique parce que c'est un point qui m'a justement par rapport aux résultats. C'est sur le jeu de données. Dans la construction du jeu de données, j'ai compris que quand vous preniez une paire de mots, vous la reteniez que si pour un mot dans une langue, il n'y a qu'une correspondance dans le dictionnaire pour le même mot. Donc ça veut dire qu'on se place dans un cadre quand même, j'ai envie de dire, un petit peu peut-être plus favorable. Tout à fait, oui. Et donc du coup, si on n'avait pas cette précaution-là, les résultats, à votre avis, seraient beaucoup plus dégradés et donc, est-ce que c'est ce que vous attendez? Est-ce que donc on en arrivera à conclure que c'est une tâche qui est encore bien difficile à résoudre? Est-ce qu'on peut faire avoir tiré cette conclusion? Oui, c'est vrai que du coup, la tâche est rendue plus simple par le fait qu'on veut absolument des paires qui n'ont pas d'ambiguïté dans la phrase, qu'il n'y a pas d'autres mots dans la phrase qui pourraient être une traduction de ce mot-là. Mais c'est pour éviter les erreurs, justement, parce que, alors j'ai une petite slide en annexe pour ça, c'est parfait. Justement, on a trouvé un seul autre travail qui cherche à mesurer la similarité entre des représentations de mots. Mais eux, au lieu d'utiliser un dictionnaire bilingue pour extraire des paires de mots traduits en contexte, ils utilisent un outil qui sert à construire justement des tables de correspondance entre des phrases traduites. Mais cet outil, qui s'appelle FastAlign, il peut introduire des erreurs, comme tout outil de machine learning. Et justement, on observe, alors là, c'est pas trop visible parce que j'ai voulu reproduire leurs résultats, donc ce qui sont uniquement sur la dernière couche. Et en gros, eux, ils obtiennent une distribution ici en vert, donc c'est la distribution un peu écrasée en bas, qui est la similarité des paires traduites, enfin des paires alignées avec FastAlign. Et en marron, du coup, la distribution de gauche, pardon, de gauche la plus élevée, c'est celle des erreurs. Enfin, c'est c'est la similarité entre des paires d'une phrase, des paires aléatoires. Et justement, ce qu'on observe, que si on fait la similarité entre des paires aléatoires, si on regarde la similarité entre des paires aléatoires qui viennent d'une phrase différente, qui viennent de la même phrase, pardon, qui viennent de la même paire de phrases, en fait, on a une distribution qui est quasiment identique, enfin, qui est quand même un peu plus proche de la réalité, mais qui est assez proche de la distribution de paires aléatoires dans tout le corpus. Et donc, en fait, nous, on fait l'hypothèse que ce qu'observe le papier en question, c'est la somme de deux distributions. Et effectivement, en plus, là, c'est moins visible parce que j'ai pris la dernière couche, parce que j'ai voulu reprendre les arguments du papier, mais j'ai regardé pour d'autres couches, et il y a vraiment, sur d'autres couches, on voit vraiment deux bosses. Comme ça, on voit vraiment quelque chose qui ressemble à une mixture, enfin, de distribution. Voilà. Je pose une petite question en montant le micro, c'est sur la disponibilité de votre dataset. Est-ce que vous pensez le mettre en ligne? Oui, pourquoi pas, mais je pense plutôt mettre en ligne le code qui permet de le construire, parce que c'est quelque chose qu'on peut généraliser à n'importe quel dataset de phrases traduites et n'importe quel dictionnaire bilingue. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est terminologique. Donc, c'est embedding. Moi, si je comprends bien, c'est ce qu'on appelle maintenant depuis quelques années des plongements. C'est ce qu'on appelait avant des vecteurs de mots. Avant, on avait des vecteurs de sens, où les dimensions sont reconnaissables, explicables. Par exemple, les feuilles du Thesaurus Project, ou bien la collection Goita Eikai, qui existe en japonais, français, etc. Et donc, on a quelque chose à ce moment-là qui est interlingue par nature, parce que la base, ce sont des concepts, si on veut. Alors là, ici, on cherche à retrouver dans des alignements des découpages de sens, mais qui ne sont pas identifiés. Pourquoi pas prendre les WordNet, il y a IndoWordNet, par exemple, qui fait 8 ou 9 langues, et simplement avoir des vecteurs sémantiques. Alors vous les appellerez comme vous voulez, plongement de sens ou autre. Parce que là, on se donne des difficultés, finalement, qui n'ont pas lieu d'être. Je comprends totalement votre point. Mais moi, d'ailleurs, je serais très heureux un jour de travailler avec des vecteurs discrets et de pouvoir travailler avec des vecteurs discrets et explicables. Déjà parce que si on veut faire du document retrieval, on peut faire de l'indexation beaucoup plus facilement, tout simplement. Alors qu'avec des vecteurs denses, c'est très vite compliqué, c'est très vite beaucoup plus lent. Mais le problème, c'est que à ma connaissance, je n'ai rien vu qui permet de d'apprendre une tâche et de la généraliser à une autre langue
sans avoir de dataset avec de tels types de représentations. Parce que c'est quand même, moi, c'est quand même quelque chose qui m'avait assez époustouflé quand je l'ai vu dans la littérature. Oui, pour faire de la traduction. Tout à fait, oui. Mais pour faire de la traduction. Moi, je ne parle pas de traduction ici, je parle de généraliser une tâche, de modèles qui sont capables de généraliser une tâche de traitement du langage d'une langue à l'autre. Alors effectivement, on pourrait traduire les phrases, mais le problème, c'est que justement, pour une tâche de NER, traduire la phrase, ce n'est pas suffisant. Parce que comme on va taguer des mots particuliers, si on traduit la phrase, eh ben, il faut réannoter, parce qu'on ne sait pas où le mot va se trouver dans la phrase. Donc je ne peux pas me contenter de traduire pour résoudre... Je vous propose de poursuivre cette discussion peut-être à la pause. Oui, et merci beaucoup à vous en tout cas pour cette présentation. Avec plaisir. Alors le troisième intervenant qui est... donc notre troisième intervenant qui est Guillaume Guarino, c'est bien ça Guillaume, va nous parler de fouilles de brevets. Encore un sujet très applicatif qui peut intéresser particulièrement les entreprises et les scientifiques. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler effectivement de fouilles de brevets. Et en particulier, en fait, ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire eCube et dans l'équipe CESIP dans laquelle je suis, donc on essaye en fait de comprendre les solutions qui sont décrites dans les brevets. Je vais commencer par vous présenter en fait la théorie sur laquelle on s'appuie pour nos travaux, qui s'appelle TRIZ. Donc en fait, TRIZ, qui a été développé dans l'après-guerre, c'est une théorie qui vise à optimiser les chances d'inventer lorsqu'on résout un problème. Et l'idée principale, c'est que finalement, quand on a un problème, on va essayer d'aller chercher un problème similaire dans un autre domaine qui a déjà été résolu, et derrière, on va essayer de réappliquer cette solution dans notre domaine de départ. Et la question qui se pose, du coup, c'est comment on fait pour comparer des problèmes de domaines différents et qui sont donc décrits avec des mots différents. Et c'est là qu'intervient la notion de contradiction, donc, qui a été introduite par le créateur de cette théorie, qui est en fait une formulation d'un problème qui est indépendante du domaine. Pour vous donner un petit exemple, si, par exemple, dans le cas d'un avion, donc notre but, c'est augmenter le nombre de places dans un avion. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est augmenter le volume intérieur de l'avion. Donc la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est forcément on augmente les dimensions de la structure. Sauf que si on fait ça, donc bien sûr, le volume augmente, donc ça, c'est ce qu'on veut. Par contre, le poids va également augmenter, donc ça, dans le cas de l'avion, c'est un désavantage. Et du coup, pour ce cas-là, on va dire qu'on a une contradiction entre le paramètre volume et le paramètre poids. Et le paramètre poids, puisque quand on arrive à améliorer le paramètre volume, le paramètre poids est dégradé. Et donc, dans cette théorie, avec les 39 paramètres qui sont introduits, théoriquement, on peut décrire n'importe quel problème de n'importe quel domaine. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est finalement automatiser cette approche pour aider à l'invention. Et quand on parle de compréhension de brevets, finalement, c'est comprendre quel type de problème ces brevets sont capables de résoudre et en fait quel type de contradiction ces brevets sont capables de résoudre. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est donc miner les contradictions résolues dans les brevets. Et l'hypothèse qu'on fait, donc l'hypothèse simplificatrice qu'on fait, c'est que les contradictions résolues par les brevets, c'est en fait les contradictions non résolues par les brevets de l'art antérieur. Donc, on crée un processus en 2 étapes qui consiste, dans un premier temps, à sélectionner les phrases donc, dans les brevets qui contiennent les paramètres de la contradiction, donc les paramètres qui vont être soit améliorés, soit dégradés, et ensuite, donc, l'extraction des paramètres. Donc, on va s'intéresser qu'à la première étape,
qui est la sélection des phrases qui contiennent les paramètres de la contradiction. Et en fait, on se rend bien compte que c'est une tâche tellement spécialisée que ça va être très difficile à faire sans ou avec très peu de données. Donc, comme c'est un domaine vierge, notre première approche, ça a été d'aller vers du résumé extractif, qui est une tâche classique en NLP et qui s'appliquerait bien dans ce cas-là. Donc, le résumé extractif, c'est juste sélectionner les phrases avec une classification binaire qui contient les informations qu'on veut. Donc, dans ce cas-là, c'est les paramètres de la contradiction. Et donc, ce qui s'est imposé dans le résumé extractif, comme partout, c'est des architectures à base d'encodeurs préentraînés. Et donc, notre premier modèle, qu'on avait appelé Summatrice, c'était simplement un encodeur préentraîné avec derrière deux classifieurs qui vont permettre d'extraire les phrases qui contiennent les paramètres améliorés, donc on va appeler première partie de contradiction, et les phrases qui vont extraire les paramètres dégradés, donc deuxième partie de contradiction. On a créé un dataset qui contient 1600 brevets, mais donc on sent bien qu'avec 1600 brevets, ça va être compliqué d'entraîner un modèle comme ça. Donc ce qu'on va utiliser, le transfer learning, et en fait, on va commencer par entraîner notre modèle à résumer des articles de presse, donc à résumer au sens classique du terme, avant en fait de spécialiser notre modèle sur le résumé entre guillemets TRIZ, où là on va chercher à récupérer les phrases qui contiennent les paramètres. Mais donc il y avait deux limites principales à ce premier modèle, qui était que finalement on va classer des phrases par probabilité qu'il y ait un paramètre à l'intérieur, mais il n'y a pas de validation de l'extraction. On ne sait pas si vraiment les phrases choisies d'un côté ou de l'autre, première partie, deuxième partie, forment une contradiction. Et on n'utilise aussi que 1600 brevets, alors qu'on a des millions de brevets qui sont accessibles. Et l'idée, ça va être donc de dire comment on va faire pour utiliser ces brevets non annotés. Donc pour répondre à ces problèmes, donc le problème déjà de la validation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un étage dans le modèle, donc qui est une classification de documents. Et donc le but, ça va être d'éliminer les brevets qui ne contiennent pas de contradiction ou les brevets où l'extraction ne fonctionne pas. On a implémenté plusieurs modèles à base de transformers, d'LSTM ou MLP, et qui vont prendre comme entrée soit les résultats de la classification de phrases, soit directement les représentations des phrases. Pour ce qui est de l'utilisation des données non labellisées, on a implémenté un GAN pour faire de l'entraînement semi-supervisé. Donc le principe du GAN qui est à gauche, c'est simplement que on a deux réseaux concurrents. Donc le générateur génère des données et son but c'est de tromper le discriminant qui lui cherche à déterminer si les données qu'il voit sont générées par le générateur ou alors sont des vraies données. Et donc on peut utiliser ça facilement dans une tâche de classification semi-supervisée donc à partir de nos sorties précédentes sur les contradictions TRIZ, on rajoute juste une sortie qui donc constituera la prédiction du discriminant sur est-ce que la donnée vient d'un brevet non labellisé ou vient du générateur. Donc finalement, l'entraînement sur le dataset continue à être fait de la même façon. En application, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas générer directement du texte avec le générateur, on va générer des représentations de phrases, donc des vecteurs. Et donc notre discriminant sera en fait nos deux classifieurs de contradiction, de parties de contradiction. L'intérêt, c'est que en fait, comme l'erreur va être rétropropagée dans tout le modèle, finalement, ça va forcer le modèle à entre guillemets éloigner ses représentations de sortie de phrases par rapport aux représentations générées par le générateur. Et donc, ça va permettre de les rendre plus riches et de faciliter la classification des contradictions. Et on verra aussi que en fait, c'est un impact également positif sur le deuxième niveau d'analyse, qui est la classification de documents. Donc, en termes de résultats, donc, je vous ai juste mis là les résultats sur la classification de documents. On a dû introduire deux nouvelles métriques pour la mesure de l'extraction des contradictions, de la qualité, qu'on a appelé donc CO found et CO valid, CO pour contradiction. Donc, CO found, c'est simplement la mesure de la qualité
de l'extraction, de la classification des phrases. Donc juste, est-ce qu'on a sélectionné une bonne phrase pour la première partie de contradiction et une bonne phrase pour la deuxième partie de contradiction. Et co-valide, c'est donc est-ce qu'on a choisi les bonnes phrases et est-ce que l'extraction a été validée par le classifieur de documents. Et donc on se rend compte, quand on se compare à notre baseline, qui est donc un réseau de résumés extractifs auquel on a ajouté un classifieur de documents pour avoir une comparaison qui est valide, on se rend compte qu'en fait, on a une amélioration de l'ordre de 25% en fait, avec notre GAN par rapport à la meilleure baseline. Donc finalement, ce qu'on a, c'est un modèle de classification multiniveau pour l'extraction de contradictions TRIZ. On a implémenté un entraînement semi-supervisé avec un GAN qui permet d'améliorer de l'ordre de 25% les performances par rapport à la meilleure baseline. Pour autant, donc on reste sur des métriques qui sont relativement faibles, avec 40% des contradictions qui sont extraites. Donc ça, c'est pas forcément grave, puisque comme on travaille sur beaucoup de données, si on en oublie certaines, c'est pas forcément un problème. Par contre, donc on est toujours à 50% de faux positifs. Donc ça laisse de la marge pour des améliorations futures. Et donc dans la suite, ce qu'on va faire, c'est donc extraire les paramètres à partir de ces phrases. Possiblement essayer d'utiliser un modèle qui en même temps extrait les paramètres et sélectionne les phrases, et puis voir aussi comment derrière on fait pour redistribuer les données à l'utilisateur pour en fait l'aider à inventer. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup à vous. Y a-t-il des questions ? J'en profite pour rappeler à ceux qui nous suivent en distanciel qu'ils peuvent aussi interagir avec nous, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions, utiliser le système ou des remarques. Moi, j'avais une petite question. On a compris qu'une partie de votre travail repose sur le résumé extractif. Est-ce que vous avez évalué cette étape-là en elle-même et comparé les différents modèles que vous pouvez utiliser pour traiter déjà cette étape, qui en soi peut être utile dans d'autres contextes ? Quand vous dites les différents modèles, pour faire la tâche de résumé extractif, est-ce que vous avez comparé différentes approches et est-ce que vous avez déjà aussi évalué ne serait-ce que cette partie de votre architecture ? En fait, nous, donc, on est parti sur le résumé extractif et on a pris en fait, le meilleur modèle de résumé extractif qu'on a essayé. Et en fait, derrière, on a essayé de développer notre propre modèle pour le comparer en fait, à ce qui est censé être le meilleur modèle de résumé extractif. D'accord. Donc on a déjà des améliorations. Okay. D'autres questions, d'autres remarques ? Yes. Une remarque, on a travaillé sur 1 500 000 brevets, qui est la collection clé 2011-2012, pour en extraire des mémoires de traduction, puisque au niveau des segments, il y a souvent 3 à 4 langues traduites par des professionnels. Et donc, on a remarqué que ces brevets avaient une structure très particulière. Et en particulier, je me demande si, au lieu de chercher dans le brevet complet, il ne suffirait pas au minimum de travailler sur la partie qui s'appelle claims, et c'est là et là seulement qu'on peut trouver ce que vous appelez des contradictions, qui sont peut-être plutôt des insuffisances, par rapport à une sorte de pseudo-état de l'art, quoi. Alors, donc, effectivement, dans un brevet, ça a un certain nombre de parties qui sont à peu près constantes pour tous les offices de brevet. Et nous, en fait, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quel type de problème le brevet est capable de résoudre. Et en fait, dans les claims, c'est la description de la solution en termes techniques. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais finalement, on n'a pas l'information sur à quoi ça sert. Et en fait, la partie état de l'art du brevet nous donne beaucoup plus d'informations sur à quoi ça sert la solution que les claims. Ok. Écoutez, merci encore pour cette présentation. Merci à vous. Okay. Très bien. Donc, la présentation suivante va être faite par Miguel Palencia Olivar, qui va nous parler de processus de recap profond pour le topic modeling et qui va être en visioconférence avec nous.
Vous êtes muté, Miguel. Il faut activer votre micro. C'est bon. Vous pouvez parler, Miguel? Oh, Michel, on n'entend pas. Ah, vous m'entendez à distance? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, là, c'est bon, ok. Merci. Ok, je vais... Est-ce que vous voyez moi et mes diapos? C'est parfait. C'est bon? Alors, on est parti, alors. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Miguel Palencia-Olivar et aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui a été présenté pour la première fois à l'occasion de la conférence MDAI 2021. Donc, c'est une collaboration entre le public et le privé, c'est-à-dire l'Université de Lyon et l'ISEO-IT, qui est une entreprise également située à Lyon, et son titre est « Processus de Dirichlet profond pour le topic modeling ». Ainsi que le nom l'indique, on va parler de topic modeling et en particulier de topic modeling probabiliste. Entendre par là un topic model de type latent Dirichlet allocation. Tout simplement parce que ce sont des incontournables de l'exploration de texte en mode totalement non supervisé, du fait de leur souplesse, et c'est exactement notre objectif quand on a fait les modèles que je vais vous présenter par la suite. Ils sont également une opportunité d'apprendre sur l'usage du langage dans un corpus donné, puisqu'un topic modèle probabiliste va généralement poser une distribution de probabilité sur les termes qui sont employés dans le corpus documentaire. Nos travaux, comme je l'ai dit juste avant, ont été faits dans un contexte qui est plutôt industriel, et qui dit contexte industriel dit enjeu attenant et cahier des charges à tenir, et ça a impliqué un certain nombre de choix en termes de modélisation. Donc, le premier enjeu qu'on a dû adresser est la scalabilité. Donc pour cela, on a opté pour de l'inférence variationnelle neuronale. C'est le premier point que je vais aborder suite à cette diapo, donc je ne vais pas entrer dans les détails tout de suite. Et on a également voulu avoir une base de modélisation plus large par rapport à la LDA, qui reste le modèle de référence. Et pour cela, on a choisi de faire en sorte que le modèle génère des embeddings de mots d'une part et de topics d'autre part. Quand je dis qu'il génère des embeddings, je réfère bien au fait que le modèle génère les embeddings sans avoir besoin de transfer learning, quel qu'il soit, préalablement à un run. On a également voulu apprendre au maximum des données pour minimiser les coûts d'exécution. Notre but, c'est de faire de la grande échelle. On est vraiment sur des contextes de big data. Et pour cela, on a choisi d'apprendre le nombre de topics à partir des données, tout simplement pour éviter d'avoir à faire 50 exécutions à chaque fois pour déterminer quel serait le nombre de composantes idéales pour le modèle. Et enfin, la dernière chose qu'on a voulu faire était d'avoir une modélisation expressive, c'est-à-dire qu'on a voulu éviter les approximations. Donc, mettons par exemple, on parle de l'allocation de Dirichlet latente. On peut utiliser la distribution logistique normale pour essayer de reproduire un petit peu la distribution de Dirichlet. Donc nous, on a voulu essayer justement de conserver les hypothèses qu'on s'était posées à la base. Et pour cela, on a utilisé les résultats d'un papier qui s'appelle Implicit Reparameterization Gradients, qui est un papier qui est sorti en 2018 et sur lequel je reviendrai par la suite. Donc tel que je vous l'ai dit, le premier point duquel je vais parler, c'est la scalabilité. Pour cela, on a fait de l'inférence variationnelle neuronale. L'inférence variationnelle neuronale, pour le coup, on l'a faite avec un autoencodeur variationnel, qui est un modèle, je dirais même un framework présenté par Kingma et Welling en 2014, un framework neuronal que vous avez sous les yeux. Donc, il s'agit en fait d'un tandem de réseaux de neurones qui ont pour but d'apprendre non pas les données, mais les distributions qui ont généré les données. Donc sur la partie gauche, juste avant les briques jaunes et bleues, vous avez l'encodeur qui cherche à apprendre les paramètres de la distribution des données. En l'occurrence, on a une distribution variationnelle qui est gaussienne. On tire un échantillon de cette distribution variationnelle, on y applique une transformation déterministe et à partir de la transformée qu'on a obtenue, on essaie de reconstruire les données. L'intérêt de faire ça, c'est d'une part d'éviter à refaire des expressions pour faire l'update des paramètres à chaque fois qu'on ajoute une hypothèse dans notre modélisation, mais ça a également comme intérêt de pouvoir bénéficier de toutes les avancées du deep learning, et notamment les word embedding et les embeddings de manière générale, puisqu'on génère deux types d'embedding dans notre modèle. Donc évidemment, on n'est pas les seuls à avoir fait des topic modèles avec des réseaux de neurones comme moteur.
On en a répertorié 2 parmi les originaux, donc le Neural Variational Document Model, qui a été fait par Miao et Al en 2016, et la Prod LDA par Srivastava et Sutton, également en 2016-2017. Donc, qui sont en fait assez proches de la LDA. La seule différence, c'est vraiment qu'on cherche à faire l'inférence avec des réseaux de neurones plutôt que de faire du MCMC ou du Minfield. Donc, on ne prend pas en compte les liens ni entre les documents, ni entre les thématiques, ni entre les mots dans ce cas-là. Il y a d'autres modèles qui sont également gaussiens, qui sont basés sur des réseaux de neurones et qui en plus prennent en compte les liens entre les éléments que l'on cherche à modéliser, qui ont été faits justement principalement par Dieng, qui était une thésarde de Bly d'ailleurs. Donc Topic RNN, qui est plus orienté vraiment vers la modélisation du langage à proprement parler, où on cherche vraiment à générer du texte plutôt qu'à l'explorer. Et l'Embedded Topic Model, qui est notre base, la base sur laquelle on a construit nos 2 modèles. Donc, il existe évidemment un état de l'art qui est plutôt fourni en topic modèles non neuronaux, qui est bien trop dense pour pouvoir le présenter sur une seule diapo. Donc, je vais commencer par parler du premier modèle qu'on a voulu faire, qui s'appelle l'Embedded Dirichlet Process, que je vais appeler EDP par la suite, par simplification. Donc, c'est un topic modèle dont le processus génératif s'affiche sous vos yeux en principe. Donc, le premier point consiste à tirer un a priori qui est un processus de Dirichlet. C'est une recette qui est totalement connue, totalement classique du topic modeling et de la statistique bayésienne de manière générale. L'enjeu est en fait de faire fonctionner ça avec les réseaux de neurones. Donc, ce qu'il faudra retenir par la suite, c'est cette partie avec la distribution GEM qui pose problème pour l'inférence. Sinon, sur le reste du processus génératif, pour chaque mot, on tire une distribution de topics dans un document. Et puis pour chaque mot, on va échantillonner une distribution catégorielle qui est, elle, paramétrisée par un produit matriciel. Produit matriciel qui prend comme paramètre, qui est en fait constitué de 2 matrices d'embedding. Les embeddings de topics d'une part, les embeddings de mots d'autre part. Donc en fait, tout est entraîné par rétropropagation du gradient tel qu'il est fait dans le deep learning de manière très générale. Dans ce processus génératif, on a un paramètre qui est extrêmement important, c'est ou plutôt hyperparamètre, qui est cet hyperparamètre bêta. C'est en fait le paramètre de concentration de la distribution du processus de Dirichlet. Et il est très important dans la mesure où plus il est grand, plus on va avoir de thématiques. Donc ça veut dire aussi qu'on risque d'avoir des doublons. Donc pour éviter ça, on a cherché à essayer d'ajuster au maximum ce paramètre de concentration en l'apprenant à partir des données. Donc on l'a étendu, on a fait une version dite hiérarchique, que je vais appeler le HDP par simplification. Donc, le processus génératif est pratiquement exactement le même, sauf que cette fois-ci, on a un paramètre bêta qui suit une loi gamma. Donc, les nouveaux hyperparamètres, c'est les paramètres de la loi gamma. Et en fait, on joue sur la propriété de conjugaison de distribution. Lorsqu'on a un processus de Dirichlet tel qu'on le construit, c'est-à-dire en bris de bâton, chose sur laquelle je vais revenir juste un peu après, on peut se servir de la loi gamma comme a priori conjuguée. Donc un processus de Dirichlet construit en bris de bâton, c'est une somme de produits. Une somme de produits entre une matrice de poids, qui est représentée par pi, ici, et un échantillon d'une mesure discrète. Donc, ça peut être une fonction delta de Dirac discrète, c'est notre cas actuellement. Et on va chercher à avoir un bris des poids qui vont suivre une distribution qui est la distribution bêta. Une distribution bêta qui prend 2 paramètres de forme, un premier paramètre alpha, un second paramètre qui s'appelle également bêta. Lorsque alpha est égal à 1, la distribution est la construction dite stick breaking pour les processus de Dirichlet. Et on appelle également cette configuration la distribution GEM, qui prend du coup qu'un seul paramètre, puisque le premier est fixé, qui correspond exactement au deuxième paramètre de forme de la distribution bêta. Si on resitue ça avec le réseau de neurones dont je vous ai parlé juste avant, donc l'autocodeur variationnel, c'est plus ou moins la même chose. On a toujours un encodeur qui apprend la distribution, les paramètres de la distribution des données qu'on met en entrée, donc alpha et bêta en l'occurrence. On parle bien de la distribution variationnelle et non de l'a priori. On cherche à avoir un échantillon avec une transformation déterministe au milieu et on cherche à reconstruire les données. Donc l'enjeu de nos travaux, ça a été de faire fonctionner le processus de Dirichlet avec les réseaux de neurones. Et le problème de la formulation de l'autocodeur variationnel de base, c'est que pour des raisons de transformer déterministes, ça ne fonctionne en gros soit avec des gaussiennes, soit avec des distributions qui sont faciles à traiter. Ce qui est à l'exclusion des distributions gamma, bêta et Dirichlet.
Je renverrai à l'article de King My Wheeling pour plus de détails qui sont bien trop longs pour être abordés dans cette présentation. Et pour remédier à ce problème-là, on a utilisé les résultats d'un papier qui s'appelle Implicit Reparametrization Gradients. En termes pratiques, c'est un papier qui fait vraiment partie de TensorFlow Probability, qui est une extension de TensorFlow. Donc tout sort de Google, tout est déjà clean de ce côté-là. Donc ça permet d'échantillonner des distributions qui sortent du cadre originel en utilisant des techniques de différenciation automatique et puis de la différenciation implicite. Et en plus de cela, c'est plus rapide parce qu'on évite de faire une inversion de fonction, ce qui complète plutôt bien nos objectifs de scalabilité, et c'est justement pour ça qu'on avait fait du réseau de neurones. On est certes dans un cadre industriel, mais avant de faire le grand saut vers de la donnée scrappée, on a préféré faire nos tests sur des jeux de données qui sont connus, standardisés, annotés. Donc, notre premier jeu de données, c'est 20 Newsgroup, qui est un peu un incontournable du topic modeling. Donc, il y a 20 topics avec 19 000 articles. 28 000 mots ont été retenus après pré-traitement, tout simplement parce qu'on n'avait pas la capacité de calcul pour faire plus. Et le deuxième jeu de données qu'on a retenu, c'est Humanitarian Assistance and Disaster Relief, que je vais appeler HADR par la suite, qui lui est beaucoup moins connu, qui a 25 topics, tous annotés à la main, et qui a en plus un lexique en annexe. Ce jeu de données est multilingue. Donc, on a de l'anglais, du français, de l'allemand, et il contient 504 000 articles, dont 20 000 ont été retenus aléatoirement. En principe, on voulait retenir que de l'anglais, mais il y a eu un accident, la sérendipité nous a accompagnés sur ces travaux-là, et ça a donné un résultat plutôt intéressant que je vais vous présenter par la suite. Et au niveau du vocabulaire qu'on a retenu pour ce jeu de données, il est de 33 000 mots. Au niveau de l'entraînement, on a décomposé chacun de nos jeux de données en 85% de jeux de données pour l'entraînement, 10% pour la validation, 5% pour le test. Concernant les indicateurs qu'on a utilisés pour évaluer notre topic model, qui est toujours une question délicate, puisqu'on parle de trouver du sens dans une masse de données assez large. On a cherché à avoir l'ajustement statistique, puisqu'on utilise des choses qui font partie de la statistique bayésienne. Pour cela, on a fait de la perplexité, qui est en fait un autre nom pour la log vraisemblance. On a cherché à évaluer la qualité, qui est le produit de la diversité d'une part et de la cohérence d'autre part. Donc par diversité, ce qu'on entend, c'est un ratio. Un ratio entre le nombre de mots uniques parmi le top N des mots qui sont ressortis dans les topics qu'on a obtenus. Et on a fait le ratio entre le nombre de mots uniques et le nombre de mots total. La cohérence, c'est l'information mutuelle normalisée, qui est quelque chose de tout à fait classique. C'est un indicateur qui va entre -1 et 1. Donc -1, c'est une indépendance totale entre les termes qui ont été retrouvés. 0, c'est une décorrélation entre les termes qui ont été retrouvés. 0, c'est une indépendance totale. Et 1, c'est un lien fort. Donc ça s'interprète comme un coefficient de Pearson. On a également ajouté le taux de couverture, puisqu'on a des jeux de données annotés par des êtres humains. Donc le taux de couverture, on l'a défini comme étant le nombre de topics identifiés par le modèle, divisé par le nombre de topics identifiés par l'annotateur. Au niveau de la procédure d'entraînement elle-même, on sait depuis un article de Chang et al. de 2009 que le fait d'avoir un bon ajustement statistique, ça ne veut pas forcément dire qu'on a quelque chose de sémantiquement parlant. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'avoir un bon ratio entre ajustement statistique et qualité, donc on a vraiment mis ça dans l'objectif d'optimisation. Ce qui est plutôt long, ce qui n'est pas forcément faisable sur un contexte big data, mais on voulait quand même faire un pas dans ce sens-là. Donc au niveau des résultats, on a testé par rapport à plusieurs modèles. Le premier est paramétrique, c'est l'ETM. C'est vraiment notre base de construction, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc on a testé pour 50 et 200 topics respectivement. Tu t'es muté.
On ne vous entend plus. Allô Miguel, je ne sais pas si vous m'entendez, je me permettais d'intervenir parce que vous avez largement dépassé votre temps de présentation, y compris celui consacré aux questions. Donc j'aimerais savoir si vous pouvez au moins nous donner une phrase de conclusion sur ce travail conséquent, mais sur lequel malheureusement on doit s'arrêter pour pouvoir laisser la place aux autres orateurs. On vous redonne la parole pour nous donner cette phrase de conclusion. Bon, déjà, je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse d'avoir dépassé le temps. Donc, en fait, le résultat intéressant, c'était qu'on avait des topics qui sont cohérents par rapport aux données qu'on a traitées, y compris par rapport aux annotations humaines. Et le résultat le plus intéressant, c'est par rapport au fait qu'on arrive à avoir des choses qui sont multilingues, cross-linguales, sans pour autant avoir d'hypothèse au milieu. Donc, en fait, avec les topics avec les word embeddings qu'on a déterminés, on pourrait peut-être avoir une langue pivot pour traiter des langues qui sont rares. Donc, par exemple, de l'anglais qui a des liens avec du turc, on pourrait le rapprocher, du turc, pardon, qui a des liens avec l'anglais, on pourrait peut-être le rapprocher du français, grâce au word embedding qu'on obtient. Donc ça, c'est une piste d'amélioration. Au-delà de ça, on a tenu notre pari sur la fidélité à nos hypothèses de base. On a par contre quelque chose qui sursynthétise par rapport aux résultats, par rapport aux annotations humaines, et on a des modèles qui battent ceux de l'état de l'art parmi ceux testés. Donc j'ai bien compris qu'il n'y aurait pas le temps pour les questions. Encore une fois, je m'excuse auprès de l'audience et des organisateurs. Si vous avez des questions qui malheureusement n'ont pas pu être posées, vous pouvez tout à fait me contacter à l'adresse mail qui est en pied de diapositive. Au-delà de ça, je vous souhaite une très excellente journée, une excellente conférence. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Et donc, on va passer, comme vous l'avez suggéré, les personnes intéressées pourront reprendre contact avec vous et on va pouvoir passer à la présentation suivante qui va être assurée par Mira Aïd Saada et qui va nous parler de classification non supervisée de documents. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais lancer ma présentation. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Mira Aïd Saada. Je suis doctorante CIFRE à l'Université de Paris et à la Caisse des dépôts. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire de la classification non supervisée, donc du clustering, en utilisant les modèles transformers pré-entraînés. Donc pour ça, on va utiliser une approche ensemble. Donc on va commencer tout d'abord par un léger tour d'horizon des modèles transformers. Donc vous avez sûrement entendu parler de BERT. Donc c'est un modèle transformer. Donc les modèles transformers, il y en a plein. Donc c'est des modèles de deep learning qui nous permettent de faire des plongements de mots, donc des représentations vectorielles de texte. Et donc leur particularité, c'est que donc en fait chaque couche du modèle va fournir une représentation qui est différente. Donc de par la nature multicouche des modèles transformers, donc il y a plein de modèles, il y a plein de travaux dans la littérature qui se sont consacrés à décortiquer ces modèles pour savoir finalement qu'est-ce qu'apprend chaque couche et qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux autres. Donc pour résumer un petit peu, donc il y a certains travaux qui nous disent que en fait, les aspects sémantiques se trouvent plutôt à la fin des modèles, donc au niveau des dernières couches. D'autres travaux nous disent que ce sont les premières couches qui sont les plus invariantes et donc les plus transférables d'une tâche à l'autre. D'autres travaux encore nous disent que c'est plutôt les couches intermédiaires qui sont les plus transférables et donc les plus performantes d'une tâche à l'autre. Dans la littérature de façon globale, c'est de façon générale les dernières couches qui sont utilisées. Donc parfois la dernière, parfois l'avant-dernière, parfois les deux dernières, parfois les 4 dernières. Donc voilà, donc nous, la question qu'on se pose, c'est dans un contexte non supervisé. Donc j'ai un jeu de données qui n'est pas labellisé. Quelle couche je vais choisir finalement? Et est-ce qu'on ne pourrait pas finalement se mettre d'accord sur une couche dont on sait qu'elle va performer mieux que les autres dans tous les cas? En fait, la réponse est non. Ça va fortement dépendre du jeu de données, du modèle, etc. Donc il n'y a pas vraiment une couche ou un ensemble de couches qui va surperformer dans tous les cas. La deuxième question qu'on se pose, c'est finalement, et si
toutes les couches étaient utiles pour faire du clustering, pour faire d'autres tâches d'ailleurs. Et s'il y a une chose à retenir des travaux ici, c'est que finalement, chaque couche apporte quelque chose. Donc, chaque couche apporte une information qui est potentiellement différente des autres. Donc, nous, ce qu'on propose de faire, c'est, de façon totalement non supervisée, essayer de profiter de toutes les représentations en même temps pour faire du clustering. Donc, pour ça, on va utiliser une approche ensemble, jumelée avec une réduction de dimension. Et donc, pour faire ça, donc, ce qu'on va faire, c'est que pour un jeu de données, donc là, on en a 5 pour l'évaluation. Donc, pour un jeu de données, pour un modèle, on va calculer donc, B matrices différentes. Donc, B, c'est le nombre de couches. Donc, si on a 12 couches, on va avoir B matrices différentes. Et on va tester plusieurs façons de les combiner. Donc, la première façon, c'est de concaténer les couches ensemble, enfin les matrices ensemble, tout simplement. La deuxième approche, c'est de moyenner les matrices pour obtenir une seule matrice de même dimension. Et la dernière approche, donc celle qu'on propose, c'est l'approche ensemble. En fait, ce qui est différent, c'est qu'au lieu d'agréger les matrices en amont, on va plutôt les clusteriser une à une et agréger plutôt les clusterings par la suite. Et donc, un exemple de consensus ou de l'approche ensemble. Donc, on suppose qu'on a ici 3 couches. Donc, on va avoir 3 clusterings différents ici. Donc, on va calculer une matrice d'association qu'on va appeler H et qui va confronter les documents ensemble. Et en fait, la valeur IJ de cette matrice, c'est tout simplement le nombre de partitions, le nombre de clusterings qui ont mis ensemble les documents I et J. Donc, ensuite, on a cette matrice-là, on applique un algorithme Louvain dessus pour avoir une seule partition consensuelle ou alors un seul clustering consensuel. Donc, on utilise Louvain parce que on peut voir la matrice H comme une matrice d'adjacence de graphe. Et Louvain, donc, il est très adapté pour faire du clustering de graphe. Un autre avantage de Louvain, c'est qu'on n'est pas obligé de spécifier un nombre de classes, contrairement à K-means, par exemple. Donc, on verra par la suite l'intérêt de cette propriété. Donc, première expérience, c'est la réduction de dimension. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que si on utilise la CP de base classique avec les composants principaux, on va avoir exactement les mêmes résultats que les embeddings originaux, donc la courbe en rouge. Donc là, la CP qui est utilisée ici, c'est la CP classique en utilisant une étape de whitening à la fin, qui est souvent utilisée pour du traitement d'image, mais pas que. Et qui consiste tout simplement à diviser donc, les premières composantes principales par la racine carrée des valeurs propres. Et donc ça nous permet de déjà réduire la dimension. Donc on passe jusqu'à 1000 dimensions à uniquement 100 dimensions, mais aussi de significativement améliorer les résultats. Donc on peut le voir notamment pour Robertabase, où pour certains jeux de données, on arrive quand même à doubler les performances assez facilement. Ensuite, donc là, on va essayer de combiner les couches. Donc ce tableau est assez gros, mais je vous invite à déjà comparer la dernière colonne ici. Donc c'est l'approche qu'on propose, donc ACP plus approche ensemble, avec la colonne qui est juste là, ici entre parenthèses, où en fait c'est la performance qu'on obtient avec la meilleure couche en termes de NMI. Donc NMI, c'est le score qu'on essaye c'est le score d'évaluation. Et en fait, je rappelle juste que le score entre parenthèses ici, donc la meilleure couche, on n'est pas censé la connaître. Donc dans un jeu de données non labellisé, on fait du non supervisé, on n'est pas censé connaître quelle est la meilleure couche. Donc on peut, dans ce cas-là, on a les labels, avoir le score pour comparer, mais dans la vraie vie, on n'est pas censé l'avoir. Donc dans la plupart des cas, on est quand même supérieur à cette valeur-là. Donc on arrive quand même à faire mieux que la meilleure couche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à confirmer que il y a des informations dans toutes les couches par rapport au corpus qui peuvent être utiles et qui sont potentiellement différentes d'une couche à l'autre. Donc ça, on arrive bien à le démontrer. Et on peut voir ici, donc, de façon générale, donc le min rank ici, c'est le rang moyen. Donc c'est la moyenne du rang de chaque approche au niveau des lignes. Donc on voit que l'approche ensemble, elle est de 1.6 et elle est suivie de l'average ici, ex aequo avec le back-forward ici. Donc le back-forward, c'est le TF-IDF de base. Donc pour démontrer un peu aussi l'intérêt de l'algorithme Louvain,
Donc là, on se place dans un cas où on ne connaît pas le nombre de classes. Ou alors, on ne sait pas exactement quel nombre de classes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque couche, quand on fait notre k-means, on donne un cas qui est différent d'une couche à l'autre dans un certain intervalle. Donc, on a donc des partitions qui ont des nombres de classes qui sont différents et on essaye de calculer la partition consensuelle à partir de ces partitions-là. Donc là, ce qu'on essaye d'évaluer, c'est est-ce qu'on arrive à trouver un nombre de classes qui est correct et surtout aussi, est-ce qu'on arrive à avoir des classes qui font sens finalement. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que dans la plupart des cas, et surtout dans les jeux de données où le nombre de classes est assez restreint, on a quand même un nombre de classes qui est bien estimé. Et quand le nombre de classes n'est pas exactement le bon, donc par exemple ici et ici, en fait, on va avoir quand même une anémie qui est assez élevée, qui est même très élevée, et qui est même plus élevée que quand on connaît le nombre de classes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand le nombre de classes n'est pas exactement le bon, on peut le voir ici, les classes continuent de faire sens, et c'est juste qu'il y a des classes qui sont parfois éclatées par rapport aux vraies classes, et des classes qui sont mergées ensemble. Donc, voilà, donc ça veut dire que les clusters, ils font sens, c'est juste qu'ils auraient pu faire autrement. Donc pour conclure, ce que je viens de vous présenter, c'est une procédure complètement non supervisée qui nous permet de s'affranchir du choix difficile d'une unique couche pour faire notre clustering. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on arrive à avoir des performances qui sont impressionnantes sans faire de fine-tuning ou quoi que ce soit, donc sans toucher au modèle, en prenant des modèles qui sont préentraînés. Et sans connaître forcément le nombre de classes aussi. Donc on arrive à avoir des performances qui sont toujours bonnes, même sans connaître le nombre de classes. Voilà. Donc pour la suite, notamment, ce qu'on voudrait faire, c'est évaluer cette approche, donc l'approche ensemble, sur d'autres tâches non supervisées, type synthèse similarity, recherche d'informations, voire des tâches supervisées aussi. Voilà, donc merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, enfin si j'ai le temps. Oh, tout à fait, vous avez bien respecté votre timing, il n'y a aucun problème. Merci pour votre présentation. Donc on se tourne vers la salle ou vers les participants à distance. Si vous avez des questions, elles sont bienvenues. Je vais peut-être lancer... Ah, Adrien, allez, vas-y. Merci pour la présentation. J'ai compris la partie où tu utilises l'algorithme de Louvain sur la matrice d'accord là, pour déterminer le clustering final, mais pour construire cette matrice-là, celle qui décrit ton graphe, tu as déjà un résultat de clustering. Oui. Et je n'ai pas compris quelle méthode tu avais utilisée pour obtenir ce premier résultat-là. k-means. Ah, d'accord. Donc tu fixes quand même... Oui, d'accord. Okay, oui. Okay. Tu fixes d'abord un cas. Oui. Donc, d'accord. Donc, finalement... Et tu ne retombes pas sur à peu près le même cas quand tu appliques Louvain? Le même, pardon? Est-ce que tu retrouves le nombre de clusters que tu avais imposé avec k-means au départ dans les communautés trouvées avec l'algorithme de Louvain? Oui. D'accord. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais quand c'est les mêmes, c'est toujours le même nombre de clusters. On a le bon nombre de clusters au final. Ouais. D'accord, ok. Alors, je peux poser une... Vous y revenez après dans votre exposé. Je m'étais dit que dans les critères, ça pourrait être bien de faire apparaître le rapport nombre de classes exactes sur nombre de classes trouvées ou l'inverse pour vous justement quantifier cette différence entre le nombre de classes recherchées. Ça permet de Et alors, mon autre question, c'est comment est-ce que tu représentes un document? Donc, j'ai bien compris que c'était avec un transformer, mais le transformer, il te donne une séquence de représentation. Donc, sur quoi tu appliques k-means? Oui, alors en fait, ici, si on prend un document ici, document 1 et couche 1 ici, donc ce qu'on va voir, c'est des embeddings de mots. C'est vrai. À partir d'embeddings de mots, ce qu'on va faire, c'est une moyenne, tout simplement. Donc, on va prendre les premiers mots, les 512 premiers mots, on fait la moyenne et on obtient un vecteur de document qui va alimenter la matrice ici. Ok, c'est clair. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que la discussion va se poursuivre pendant la pause. Merci en tout cas beaucoup à vous pour la présentation. Merci à vous. Et donc du coup, on en vient au dernier papier de cette session qui va nous être présenté par Sid Ali Mahmoud. Voilà, je vous laisse
Et on va parler de décision judiciaire française à l'aide de Camembert. Bonjour, je suis Mamoudi Sidali, doctorant au laboratoire CROM à l'Université de Nîmes. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter notre article intitulé NER sur décision judiciaire française, où nous avons étudié l'impact de Transformer Camembert, précisément entraîné sur des décisions judiciaires et avec la méthode d'ensemble. Nous avons dans les co-auteurs Kondo Charles et mes co-encadrants Zambrano Guillaume et Musa Stéphane au laboratoire CROM et M. Mathis Burino de Centre européen de droit et d'économie. Pour vous mettre dans le contexte de notre projet, vous savez, il y a environ de 200 000 décisions qui sortent générées annuellement par les tribunaux françaises. Et nous avons besoin de traiter cette énorme quantité de décisions dans notre projet juridique. Cette analyse ou ce traitement permet de faire pas mal, ou nous ouvre la porte vers d'autres applications très intéressantes, voire des études statiques. Les avocats seront les premiers bénéficiaires de cette étude. C'est un bon outil pour extraire les décisions similaires et à la fin pour bien défendre leurs clients. Aussi, c'est un bon outil pour les juges, dans certains cas pour les tribunaux engorgés. C'est un bon outil aussi pour les étudiants en droit, pour apprendre pour prendre des cas d'utilisation, et aussi pour les chercheurs pour faire des études, par exemple, des domaines psychologiques ou politiques ou économiques. Le problème qu'on a, c'est que la notation humaine est très coûteuse. Et ça, c'est en termes de temps. Pour annoter une décision judiciaire pour une classe d'entités données, vers de 10 minutes à 20 minutes. Et aussi pour l'expertise et l'effort demandé, on a besoin de ça. Et c'est aussi bien évidemment pour le budget alloué pour l'annotation. Aussi, un autre difficulté, c'est au niveau des natures des décisions. On a 3 niveaux de juridiction. Les tribunaux de première instance et les cours d'appel et la cour de cassation. Et les décisions générées par ces juridictions ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire la structure n'est pas fixe. Et donc, il y a une variation dans le texte traité. Il y a aussi le problème d'anonymisation de quelques entités dans les décisions récentes, voire les parties impliquées, les dates. On trouve aussi des fois les dates en lettres, les erreurs syntaxiques, parce que les décisions sont rédigées manuellement par les greffiers. Voici un exemple d'une décision de cour d'appel qui illustre les problèmes qu'on a, par exemple, le problème d'anonymisation des parties, des dates et des adresses. Notre objectif principal, c'est reconnaître les entités des décisions, mentionner les décisions efficacement et d'une manière efficiente. Aussi pour se mettre dans le même niveau que les modèles de l'état de l'art qui sont autour de 80% dans le cas général, et surtout avec l'application des transformers, etc. Dans la tâche, notre objectif aussi, c'est étudier l'impact des embeddings statiques et dynamiques, étudier la capacité de transformer dans le cas juridique et étudier l'impact de la méthode d'ensemble avec les modèles BLSTM CRF dans la tâche de NER. Notre méthode principale, c'est la méthode d'ensemble, aussi connue sur système de classification multiple, qui consiste à entraîner et combiner entre plusieurs modèles pour la tâche de classification.
Nous avons utilisé comme apprenant de base les modèles BLSTM-CRF qui sont assez connus. Nous avons utilisé plusieurs embeddings. D'abord les embeddings statiques, Orthowec et FastText, et des embeddings contextuels, Elmo et BERT. Nous avons ici aussi utilisé un camembert judiciaire qui est entraîné sur un grand ensemble de données constituées des décisions de cour d'appel et de législation, des débats parlementaires et des questions au gouvernement. Après, nous avons pris cette version et le réentraîné sur la tâche de 1 heure. Nous avons constitué 4 ensembles. La première ensemble E0 contient 2 modèles BLSTM-CRF avec les embeddings statiques Orthowec et FastText. Deuxième ensemble constitué aussi de 2 modèles avec les embeddings contextuels Elmo et BERT, Base. La troisième ensemble, c'est la combinaison des 2 premiers ensembles, c'est-à-dire nous avons 4 modèles ici, BLSTM-CRF. Et la quatrième ensemble, c'est la combinaison de tous les modèles BLSTM-CRF avec le camembert judiciaire. Nous avons utilisé aussi des coefficients empiriques, c'est-à-dire selon la performance des modèles en cas de non-égalité dans la méthode d'ensemble. Nous avons utilisé des coefficients empiriques selon la performance des modèles en cas de différence des résultats. Le baseline qu'on nous compare nos résultats avec, c'est un modèle classifieur CRF utilisé aussi pour la tâche de 1 heure sur le même dataset qu'on a utilisé. Et les classes à prédire, nous avons les personnes, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales, la classe des dates de décision, les fonctions, avocat, juge, conseiller, etc., les citations juridiques, les juridictions et numéro des décisions, c'est-à-dire les références, et les villes. Voici un exemple de l'entête d'une décision de cour d'appel aussi, qui montre aussi les classes ou bien les entités à détecter. Ça, c'est la suite de l'entête. Ça, c'est la figure qui illustre, qui compare entre le modèle BLSTM-CRF ordinaire et un ensemble des modèles BLSTM-CRF. Nous avons en entrée la décision. Après, ce n'est pas le KNL format, c'est la tokenisation, c'est-à-dire on prend les tokens de la décision. Après, c'est le calcul des représentations. Dans le cas de modèle d'ensemble, nous avons 3 modèles et chaque modèle nous donne, c'est-à-dire des entités. Et après, c'est la phase de voting avec des coefficients. Et à la fin, on a les classes finales. Ça, c'est les résultats des modèles élémentaires, c'est-à-dire chaque modèle tout seul. Nous voyons bien que le camembert judiciaire, c'est le meilleur. C'est le Orthowec. C'est le modèle BLSTM-CRF avec les embeddings statiques Orthowec. Et pour les autres classes, nous avons toujours le CRF qui est le meilleur. Mais on voit bien que pour le total, le camembert c'est assez proche le modèle CRF. Et par rapport au temps d'entraînement aussi, c'est le camembert judiciaire le plus rapide. Et le CRF, c'est très long par rapport aux autres modèles. Ça, c'est le résultat des ensembles qu'on a constitués. On voit bien que la méthode d'ensemble améliore les résultats on peut dire pour toutes les classes. Et la quatrième classe, c'est qui arrive à battre le modèle CRF. Comme conclusion, on peut dire que le CRF est puissant mais très lent en pratique. Les embeddings statiques vont bien pour la reconnaissance des entités nommées parce qu'ils représentent bien et prennent en considération la forme des mots, etc. La forme des mots. La méthode d'ensemble est une bonne alternative pour améliorer la performance des modèles de séquence labeling ou classification des mots.
le camembert judiciaire est très avantageux en termes de temps d'exécution et de précision. Donc, c'est conseillé à l'utiliser. Je tiens à remercier l'ANR pour le financement de ce projet et merci pour votre attention. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci pour ta présentation. Donc ma question, c'est par rapport à BERT et Camembert. Donc quand tu as le cas où il y a un mot qui est divisé en sous-mots, ouais. Comment tu fais pour gérer ce cas-là pour le NER? En fait, j'ai utilisé le Camembert, c'est à base de Roberta, et BERT, c'est une version anglaise. Et Camembert, c'est une version française basée sur Roberta. Et pour la gestion de la division des mots, j'ai utilisé la gestion de division de mots. Je ne me rappelle plus, je ne sais pas comment gérer ça. Parce que souvent, ce qui est utilisé, c'est le premier mot. Mais je voulais juste savoir si c'était ça, enfin le premier sous-mot. Pour moi, ça marche bien, mais si tu t'en souviens pas, c'est pas grave. C'est pas le point clé de ta présentation, de toute façon, donc c'est juste un détail. Mais... Bah oui, on en parlera plus tard, au pire. Alors, je crois qu'il y a une autre question aussi. Je suppose que c'est ce problème donc, qui est de classifier et d'étiqueter par différentes classes et de retrouver les instances après n'est pas nouveau. Et je voudrais savoir quelle est là, si vous avez une application complète et comment elle se compare à des applications qui doivent exister aux États-Unis, en Allemagne, enfin dans pas mal d'endroits. Ça doit déjà exister. Et je ne vois pas de comparaison ou d'état de l'art. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur là où on en est? Est-ce qu'on a fait des progrès? En fait, ça, c'est la première étape dans le pipeline de projet qu'on a. Et après, on a plus de tâches qui vont pour aller plus loin que ça, pour raffiner. Là, qu'on a traité, c'est des classes générales. Et on peut... L'état de l'art de NER? Non, je pense qu'effectivement, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être déjà des méthodes plus anciennes qui résolvent ces tâches. Et donc, est-ce vous les avez identifiées et pu comparer ces approches plus anciennes, si elles existent, par rapport à votre système? Nous avons déjà, premièrement, comparé avec un modèle CRF. C'est ça la question. C'est un baseline parce que c'est déjà entraîné sur le même dataset qu'on a. Et l'état de l'art de NR, c'est vrai qu'on a plusieurs systèmes qui résolvent cette tâche. Mais comme on dit, on a étudié juste l'impact des représentations des mots et aussi l'impact d'un transformer dans le domaine juridique, pour voir est-ce que c'est améliore bien Justement, notre collègue suggérait de sortir un petit peu de cet environnement très machine learning centré sur ces nouveaux modèles pour regarder si la tâche avait été déjà traitée avec des méthodes plus classiques. Je pense que ça, c'est une partie de votre travail qui arrivera peut-être après. Je pense qu'on va peut-être s'en arrêter là sur cette session. Je voudrais prendre le temps de remercier les participants qui sont à distance, les participants qui sont avec nous et surtout tous les orateurs qui sont intervenus. On peut encore les applaudir une dernière fois avant de passer au café.